Qui s'enlise. 4 ans après l'entrée des troupes russes en Ukraine, les perspectives de paix sont toujours camouflées par la poudre des armes qui retentissent. Et le retour au pouvoir de Donald Trump il y a un an n'a pas changé la donne, loin s'en faut. L'échec des négociations successives renforce même ce sentiment d'impasse, une impasse loin de traduire un blocage sur le terrain militaire comme certains médias auraient tendance à l'expliquer. C'est ce que nous explique Hervé Carès, le spécialiste de la gestion de crise, diplômé de l'école de guerre. Au moment de cet anniversaire, tout le monde est en train de rassembler des preuves laissant entendre que la Russie est très affaiblie, que l'Ukraine en fait est résiliente. Pour ça que l'Ukraine soit résiliente, d'une certaine manière c'est vrai, mais avec l'aide des Européens. Ce qui est inquiétant, c'est de voir le pouvoir ukrainien. Le gouvernement ukrainien, il est acculé. J'ai l'impression qu'il va faire n'importe quoi là, dans les mois à venir. Là. On est face à un gouvernement ukrainien qui est en très grande difficulté avec un pays qui s'est vidé démographiquement, avec un pays dont toutes les infrastructures vitales ou économiques ont été fortement détériorées par les bombardements stratégiques russes, avec un rejet de plus en plus important de la mobilisation telle qu'elle est pratiquée en Ukraine, avec une fatigue également de la population. Donc c'est un pays qui est en situation de guerre totale, ce qui n'est pas le cas de la Russie et encore moins des pays européens. Donc l'Ukraine est dans une situation de guerre totale. Ce gouvernement, de fait, est acculé. Donc il va être conduit à mener des actions qui seront radicales, de manière soit à amener les Européens à s'engager plus avant. Donc quand je dis plus avant, c'est au-delà de l'appui financier. Alors je ne pense pas que les Européens vont le faire, hein, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils sont quand même très très prudents. Et puis les Européens, pour eux, ce qui est important, c'est l'OTAN, et l'OTAN ne bougera pas. Mais c'est quand même ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à impliquer de manière d'abord indirecte et ensuite peut-être directe les acteurs européens dans cette guerre. Une position très affaiblie de l'Ukraine que Volodymyr Zelensky modère largement dans ses propos. Mais on ne peut pas dire que nous sommes en train de perdre la guerre. Franchement, nous ne sommes certainement pas en train de la perdre. La question est de savoir si nous allons gagner. Oui, c'est la question, mais c'est une question très coûteuse. Des déclarations riches en litote. Il n'en reste pas moins que la Russie reste à l'offensive et poursuit ses gains territoriaux. À ce jour, Moscou tient plus de 20% du territoire ukrainien pré-2014. Une réalité tangible, éludée par le dirigeant ukrainien. Poutine n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas brisé les Ukrainiens, il n'a pas gagné cette guerre. Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour parvenir à la paix et pour que justice soit faite. Il est toutefois clair que les objectifs de la Russie de 2022 ne sont plus ceux de 2026. Puisqu'on n'est plus du tout maintenant sur une imposition des accords de Minsk par la force, mais sur une guerre d'attrition et donc de conquête territoriale du Donbass et en plus des 4 oblasts qui ont été annexés. Les Russes cherchent à gagner du temps et ils sont aidés en cela de manière très paradoxale par la posture des Européens et du gouvernement ukrainien et ça leur évite de se fâcher avec les Américains. Les seuls qui veulent vraiment une paix actuellement, ce sont les Américains parce que d'une certaine manière, ils ont atteint leurs objectifs stratégiques et qu'ils veulent passer à autre chose et terminer ce conflit, en fait, notamment au plan international et également au plan économique, de manière à pouvoir avoir accès à des possibilités de développement économique qui sont offertes par le Grand Nord russe. Des États-Unis pressés d'en finir malgré une bonne affaire qui perdure pour le complexe militaro-industriel américain, puisque les armes sont désormais payées par les Européens. Dans ce contexte, alors que Bruxelles entendait prendre un 20e train de sanctions contre Moscou et entériner le dernier prêt de 90 milliards, le dirigeant slovaque Robert Fico ainsi que le Premier ministre hongrois Viktor Orban ont usé de leur veto pour bloquer ces opérations. Fait du hasard sans doute, l'oléoduc de Druzhba, qui achemine du pétrole brut de l'Est de la Russie, notamment vers le sud de l'Europe, dont la Slovaquie et la Hongrie, a été visé et incendié dans la foulée par des frappes de drones sur la zone de départ, dans le Tatarstan russe. Le Slovaque a réagi vraiment de manière importante, puisqu'il considère que c'est un acte de guerre. Tous les deux estiment que l'on touche à leurs intérêts vitaux, ce qui est logique d'ailleurs, ou à leur souveraineté. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un déficit démocratique dans toutes ces décisions qui sont prises. À ma connaissance, le Parlement n'a pas été consulté en France, ni dans d'autres pays. Et la position actuelle de la Hongrie et de la Slovaquie, c'est une position qui est tout à fait conforme à leurs intérêts nationaux. Le problème, c'est que
les dirigeants européens sont prisonniers de la posture qu'ils ont adoptée depuis le début de ce conflit, sans avoir de vraie réflexion par rapport aux intérêts des pays européens dans cette guerre. L'intérêt des pays européens, c'était que la guerre se termine le plus rapidement possible, faute d'avoir pu l'éviter. Et maintenant, après avoir partagé de nombreuses rodomontades au plan diplomatique, ils se trouvent en fait tout seuls à devoir assumer cette guerre dont la responsabilité leur a été transférée par les Américains. Ainsi, non seulement l'Europe a la guerre à ses portes, mais l'Union européenne a donc récupéré la charge de la guerre en s'abordant sa propre économie, en se privant des énergies peu chères qu'offrait la Russie, laquelle a déjà repris en sous-main les échanges avec Washington, pourtant largement partie prenante dans les origines du conflit. Une configuration aberrante pour l'Europe qui pourrait aussi faire dégénérer la situation après des opérations diplomatiques hasardeuses. Dans ce cadre, la Russie a prétendu ce mardi que la Grande-Bretagne et la France mèneraient conjointement des opérations pour aider l'Ukraine à se doter d'armes nucléaires, le tout au mépris des traités de non-prolifération. Des accusations graves et probablement largement exagérées pour le moment par Moscou, à plus forte raison qu'après le terme du traité de désarmement avec les États-Unis, Vladimir Poutine a annoncé dimanche son intention de prioriser le développement des forces nucléaires russes. Le développement de la triade nucléaire qui garantit la sécurité de la Russie et permet d'assurer efficacement la dissuasion stratégique et l'équilibre des forces dans le monde reste une priorité absolue. Nous allons renforcer de manière qualitative le potentiel de tous les types et genres de forces armées, améliorer leur état de préparation au combat et leur capacité à agir dans toutes les conditions, même les plus difficiles. De quoi rappeler que le conflit est toujours sur un fil et qu'il pourrait basculer à tout moment vers une véritable catastrophe mondiale, alors même que la paix était atteignable quelques jours après le début de la guerre ouverte.